Mon téléphone a sonné à 10 heures du matin. C'était Rose, la femme de ménage que j'avais engagée pendant que mon fils et sa femme étaient en voyage. J'ai décroché. « Monsieur ». Sa voix était différente. Elle était effrayée. Et elle a continué. « Il y a quelqu'un qui pleure dans le grenier et ce n'est pas le bruit de la télé. » Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires quelle heure il est pendant que vous écoutez cette histoire. J'ai 65 ans. J'habite à Lyon, dans un appartement d'une chambre dans le quartier de la Croix-Rousse. J'ai passé 35 ans comme travailleur social dans le service public, l'aide sociale à l'enfance, le tribunal pour enfants. J'ai pris ma retraite il y a 2 ans en pensant que j'avais terminé ma part, que j'avais porté ma part de la souffrance des autres et qu'il était maintenant temps de me reposer, de restaurer des meubles anciens, de boire mon petit café chaud sans me presser. 35 ans à entrer dans des maisons où les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. J'ai appris à lire les signes avant même de franchir le seuil. La manière dont un enfant détourne le regard quand un adulte bouge trop vite. Le rire nerveux d'une mère qui éclate de rire à contretemps. Le désordre stratégique qui cache ce qui ne devrait pas être vu. Je connaissais ces signes par cœur. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'en aurais besoin au sein de la famille de mon propre fils. Julien est mon fils unique. Il a 38 ans maintenant. Il est directeur commercial dans une entreprise de technologie ici dans le sud de la France. Alors aujourd'hui, il gagne bien sa vie. Il a une voiture de luxe allemande dans le garage et un voyage prévu tous les 3 mois. Cela fait quelques bonnes années qu'il est distant de moi. Il ne me raconte rien de sa vie. Il ne m'envoie même pas un message. Je pense que ça a commencé à l'âge adulte, vers ses 29 ans. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Quand il avait 8 ans, il restait à la fenêtre à attendre que ma voiture tourne au coin de la rue. Il courait jusqu'au portail. « Papa, devine ce qui s'est passé aujourd'hui. » C'était ma partie préférée en rentrant à la maison. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, cette distance entre nous s'est encore aggravée quand il a rencontré Béatrice, ma belle-fille actuelle. Béatrice a 34 ans et se présente comme influenceuse digitale. Elle a un peu plus de 50 000 abonnés sur Instagram. Elle poste des photos de restaurants, de voyages, de nouveaux vêtements, de café avec une mousse en forme de feuille. Quand Julien me l'a amenée à dîner pour la première fois, elle a passé 20 minutes à photographier le plat sous différents angles avant de laisser la nourriture refroidir. Elle m'a souri avec ce sourire de quelqu'un qui sait qu'on l'évalue et qui s'en fiche parce que le jugement des autres n'est qu'un bruit de fond de plus. J'aurais dû prêter plus attention à ce dîner-là, mais quand votre fils a l'air heureux, vous voulez croire que c'est vrai. Il y a 5 ans, j'ai fait ce que je pensais être un geste de père. J'avais un bien immobilier dans un quartier résidentiel de Lyon. 3 chambres, un jardin, du solide, sans chichi. Je pensais m'en défaire de toute façon. J'ai transféré le droit d'usage à Julien, mais j'ai gardé l'acte de propriété à mon nom, parce qu'un reste d'instinct m'a empêché de tout lâcher complètement. Mais je leur ai donné la maison pour y vivre, sans payer de loyer, sans limite de temps. « Papa, on n'oubliera jamais ça », Julien a dit en prenant les clés. Et Béatrice a souri et a pris les clés en photo. C'est drôle comme la mémoire des gens fonctionne, et je me souviens même de ça. Les appels sont devenus de plus en plus rares. Les invitations à venir les voir se sont complètement arrêtées. On est débordé, papa. La maison est en bazar. Le mois prochain, on s'organise. Et ce mois prochain n'est jamais arrivé. C'est pour ça que j'ai été surpris quand, le matin du 3 juin, le nom de Julien est apparu sur l'écran de mon téléphone. « Salut papa, j'ai besoin d'un service », il a dit en allant droit au but. « Dis-moi », j'ai répondu. « Béatrice et moi, on part aux Maldives. 10 jours. On part demain matin. La maison a besoin d'un grand ménage et on n'a pas eu le temps d'engager quelqu'un avec tout le stress du voyage. Tu peux t'en occuper pour nous ? On te remboursera, bien sûr. » Je suis resté immobile avec le café à la main, à mi-chemin vers la bouche. Des mois, peut-être des années.
sans réussir à trouver le temps pour une visite de 2 heures. Mais pour un service la veille d'un voyage, le téléphone marchait parfaitement. « Pourquoi vous n'engagez pas quelqu'un directement ?» j'ai demandé. « Ah, on est surchargé avec la préparation du voyage, papa. C'est plus facile que tu t'en occupes. Tu es à la retraite, tu as le temps. » Il y avait une pointe dans son ton. Pas exactement de la grossièreté, mais cette assurance de quelqu'un qui sait que sa demande sera satisfaite de toute façon. J'aurais pu dire non. J'aurais peut-être dû dire non. Mais quand votre fils demande de l'aide, même ce fils distant qui n'appelle que quand il a besoin de quelque chose, vous dites « oui, c'est de la faiblesse ou c'est de l'amour. Parfois les deux à la fois. D'accord, je m'en occupe. Super, t'es le meilleur. Il faut trouver quelqu'un qui fait un travail complet. Béatrice veut que tout soit impeccable. Il faut nettoyer les plinthes, les fenêtres, le grenier, tout. » Et la ligne a coupé. Pas un merci. Pas un « ça m'a fait plaisir de te parler, papa ». Juste ce ton sec de quelqu'un qui est déjà passé au point suivant de sa liste. Je suis resté à regarder le téléphone un moment. Puis j'ai appelé Rose. Rose Martinez avait travaillé avec moi pendant des années à l'aide sociale à l'enfance. Elle était douée dans ce qu'elle faisait. Mais un jour, elle est arrivée au travail, a posé son badge sur le bureau et a dit qu'elle allait ouvrir une entreprise de nettoyage. C'est meilleur pour ma santé mentale et les maisons ne me répondent pas mal. Elle m'a dit ça et je ne pouvais pas discuter avec cette logique. On avait gardé le contact au fil des années, cartes de Noël, messages d'anniversaire, ce genre de choses entre vieux amis. Et elle a décroché à la 2e sonnerie. « Rose, c'est moi. J'ai besoin d'un service. » Elle a accepté sans hésiter. Elle m'a dit qu'elle pouvait commencer dès le lendemain matin. J'ai donné l'adresse et on s'est donné rendez-vous là-bas pour ouvrir la maison. J'avais encore le double des clés de l'époque où le bien était à moi. Le lendemain matin, le 4 juin, je suis allé là-bas pour faire entrer Rose et lui montrer les pièces. Julien et Béatrice étaient déjà partis pour l'aéroport. Ils ne voulaient probablement pas prendre le risque de me croiser. La maison était la même de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était différent. Tout en blanc et gris et froid. Les murs couverts de photos d'eux sur des plages, dans des restaurants, sur des sentiers de randonnée. Toujours souriant, toujours parfait. Aucune photo de moi, aucune photo qui ne soit pas d'eux. C'est une belle maison, a dit Rose avec la diplomatie de quelqu'un qui a appris à ne pas donner son avis. Elle l'était, j'ai répondu. Je l'ai laissé travailler et je suis parti. Je suis retourné à l'appartement. J'ai sorti le papier de verre du vieux tiroir et je suis resté 40 minutes à écouter le silence et le frottement du bois. Jusqu'à ce que le téléphone sonne et que le nom de Rose apparaisse sur l'écran. C'était un peu plus de 2 heures après mon départ. J'ai décroché. Et sa voix était différente. C'est à ce moment-là qu'elle m'a parlé de quelqu'un qui pleurait dans le grenier de mon fils. Je tremblais. J'ai raccroché et j'ai foncé là-bas aussi vite que possible. J'ai fait le trajet en 14 minutes. Ne me demandez pas comment. Les rues de Lyon ont défilé comme un flou. Les feux rouges n'étaient que des suggestions. Mes mains étaient serrées sur le volant, avec une force que je n'ai pas remarquée jusqu'à ce que mes paumes me fassent mal. Quelqu'un qui pleure dans le grenier de la maison de mon fils. La tête ne s'arrête pas quand on passe 35 ans dans ce métier. Elle catalogue, elle classe. Elle a déjà 3 longueurs d'avance avant que le corps n'arrive. Et les scénarios qu'elle construisait pendant ces 14 minutes étaient tous mauvais. Des enfants enfermés dans des chambres, des personnes âgées oubliées, des gêneurs que la famille faisait semblant de ne pas voir. Des gens maintenus en silence derrière des portes fermées, pendant que la vie dehors continuait normalement. Barbecue le week-end, photos sur Instagram, sourire à la réunion de copropriété. J'avais tout vu, tout documenté, tout signalé, tout transmis. J'étais arrivé trop tôt et trop tard. Je savais ce qu'une porte fermée pouvait cacher, mais c'était toujours les maisons des autres, jamais la maison de mon fils.
Rose était sur la véranda quand je suis arrivé. Le téléphone dans les deux mains, le visage pâle, 15 ans de service social avant de tout quitter. Elle n'était pas du genre à s'effrayer facilement, et elle était complètement terrifiée. Ça pleure encore, J'ai demandé en montant les marches. Ça s'est un peu calmé, mais avant c'était... Elle n'a pas terminé sa phrase. Elle a secoué la tête. C'est un enfant. Je suis sûr que c'est un enfant. J'ai ouvert la porte avec le double des clés. La maison était silencieuse. Juste le bourdonnement de la climatisation et, venant de quelque part là-haut, très léger, un son pour lequel j'ai dû m'arrêter et fermer les yeux pour confirmer. J'entends un sanglot, intermittent, étouffé, le genre de pleurs de quelqu'un qui a appris qu'il ne faut pas faire de bruit. La trappe du grenier se trouvait dans le couloir du premier étage, une poignée au plafond avec une échelle en bois pliante. J'ai tiré sur le cordon. L'échelle est descendue avec un grincement qui a semblé trop fort dans ce silence. « Reste en bas », j'ai dit à Rose. Et je suis monté. Le grenier était chaud, le genre de chaleur stagnante, sans circulation, qui colle aux vêtements et aux poumons. Il n'y avait qu'une petite fenêtre ronde à une extrémité qui laissait entrer une lumière faible, jaunâtre. Il y avait des cartons empilés le long des murs, des décorations de Noël, de vieux vêtements, l'accumulation silencieuse de 5 ans de vie. Je me suis arrêté sur la dernière marche, laissant mes yeux s'ajuster. Et alors j'ai entendu, plus près maintenant, venant du coin le plus profond du grenier, là où la lumière n'arrivait presque pas, il y avait une armoire, de celle d'autrefois, en bois sombre, avec une porte coulissante, complètement hors de propos dans un grenier rempli de caisses en plastique et de sacs de voyage. Elle semblait avoir été amenée d'une autre pièce ou d'une autre époque. Les pleurs venaient de l'intérieur. J'ai traversé le grenier lentement, chaque pas calculé, non pas parce que j'avais peur de qui se trouvait à l'intérieur, mais parce que je savais, par l'expérience des années, que la façon de s'approcher compte, qu'un faux pas, un mouvement brusque peut enfermer un enfant effrayé à l'intérieur de lui-même, d'une manière qui prend des mois à défaire. Alors je me suis arrêté devant l'armoire. « Bonjour », j'ai dit avec la voix la plus calme que j'ai pu. « Je ne vais pas te faire de mal. Je suis l'amie de la femme de ménage qui est en bas. Elle m'a appelé parce qu'elle vous a entendu et elle s'est inquiétée. » Silence, puis très doucement. J'essayais de ne pas faire de bruit. « Mon ami, ici. » J'ai fermé les yeux pendant une demi-seconde. C'était un enfant, un petit enfant à en juger par la voix. « C'est bon, » j'ai répondu. « Tu n'as plus besoin de rester silencieuse. Je peux ouvrir la porte ?» Pas de réponse, mais pas de « non non plus ». Et j'ai ouvert. Elle était dans le fond de l'armoire, les genoux repliés contre la poitrine, le dos au mur, les cheveux sombres et emmêlés, un t-shirt rose délavé, trop petit pour elle, un short qui n'arrivait pas aux genoux, les pieds nus sur le plancher en bois, et les yeux grands, sombres, fixés sur moi, avec cette expression que j'ai reconnue instantanément, et que jamais, en 35 ans, je n'ai réussi à voir sans sentir quelque chose se briser dans la poitrine. La peur, le type ancien et installé, pas la frayeur d'un instant, la peur de quelqu'un qui a déjà appris que le monde peut fermer une porte et ne plus la rouvrir. Derrière elle, au fond de l'armoire, un fin matelas posé au sol, 2 assiettes en plastique avec des restes de nourriture desséchée, une bouteille d'eau à moitié vide, un cahier de coloriage froissé. C'était là qu'elle dormait. Je me suis accroupi lentement jusqu'à être au niveau de ses yeux. Vieille technique, apprise la première année de travail. Ne jamais rester debout quand on parle à un enfant effrayé. Il faut être plus petit, moins menaçant. Il faut avoir l'air de pouvoir partir si elle le veut. « Comment tu t'appelles ?» j'ai demandé. Elle m'a étudié pendant un long moment. « Claire. »« Bonjour Claire, c'est un joli prénom. Tu as quel âge ?»« 5 ans. J'aurai 6 ans en août. »« Ah,
Août, c'est bientôt. J'ai gardé la voix légère, neutre. Et ça fait combien de temps que tu es ici, Claire? Elle a détourné le regard vers le matelas. Elle n'a pas répondu. C'est pas grave, j'ai dit. Tu n'as pas besoin de me raconter maintenant. Tu as faim? Un hochement de tête presque imperceptible. Tu as soif? Un autre hochement. Alors on va descendre. Il y a à manger en bas. J'ai tendu la main ouverte sans forcer. Tu peux venir quand tu veux. Elle a regardé ma main, puis elle m'a regardé, puis de nouveau la main, et elle a demandé avec cette voix de 5 ans qui sortait à peine « Vous êtes l'ami de la dame que j'ai entendue faire le ménage. » Oui, c'est elle qui m'a appelé. J'ai essayé de ne pas pleurer fort. Ses yeux se sont remplis à nouveau. J'ai vraiment essayé, mais il faisait noir, et j'ai entendu un bruit et j'ai eu peur. Et alors? J'ai gardé la voix ferme, douce. Tu n'as rien fait de mal, rien du tout. Rose t'a entendu et elle est allée chercher de l'aide. C'était bien. Elle a essuyé son visage avec le poignet de son t-shirt. Mon papa va être en colère? La question est de rester suspendue dans l'air chaud du grenier. Papa. Elle a dit papa. À ce moment-là, je n'ai pas réussi à réfléchir beaucoup à ça. Mais comment est-ce que j'ai une petite fille et je ne l'ai jamais su? Pourquoi m'a-t-on caché son existence? Julien était sur une plage aux Maldives, un cocktail à la main, une photo à poster, 10 jours de vacances pendant que sa fille restait enfermée dans une armoire avec un matelas et 2 assiettes en plastique. « Ne t'inquiète pas pour ton papa maintenant », j'ai dit. « Qui habite ici avec toi ?» Papa et Béatrice. Et ils sont partis en voyage. Oui, papa a dit que je devais rester tranquille ici jusqu'à ce qu'ils reviennent, que je ne pouvais pas descendre, que je ne pouvais pas ouvrir la fenêtre, que je ne pouvais pas. La voix s'est bloquée. Que c'était un secret. Je devais faire comme d'habitude. Il dit que ce jeu s'appelle cache-cache. J'ai refermé lentement la main que j'avais tendue. J'ai respiré profondément, par le nez. Claire, ton papa, comment s'appelle-t-il? Son nom complet? Elle m'a regardé avec ses grands yeux. Julien. Julien et son nom de famille, c'est pareil que le mien. Le nom de famille était le mien. Il y a des moments dans la vie où le sol se dérobe. Ce n'est pas une métaphore. C'est une sensation physique réelle. L'équilibre s'en va, les informations cessent de s'emboîter. Le cerveau refuse pendant une seconde entière de traiter ce qu'il vient de recevoir. Et ce n'est que maintenant que j'ai pu y réfléchir. Julien avait une fille. Mon fils avait une fille de 5 ans et je ne savais pas qu'elle existait. Je suis resté à la regarder. Ses yeux sombres, ses cheveux emmêlés, ses pieds nus sur le plancher chaud, et j'ai essayé de réorganiser les 5 dernières années de ma vie autour de cette information. Je n'y suis pas arrivé. Claire, j'ai dit, et ma voix est sortie différente maintenant. Plus basse, plus prudente. Je suis le papa de Julien. Elle a cligné des yeux. Ça veut dire que je suis ton grand-père. Elle m'a étudié de la façon dont les petits-enfants étudient les choses, avec une attention totale, sans filtre, sans la politesse que les adultes utilisent pour cacher qu'ils sont en train de réfléchir. J'ai un grand-père? La question m'a frappé en plein cœur. Oui. J'ai avalé difficilement. C'est moi. Papa n'a jamais parlé de toi. Je sais. Pourquoi? Je n'avais pas de bonne réponse à ça. Aucune que je puisse donner là, dans ce grenier, à une enfant de 5 ans qui avait faim, qui avait soif et qui avait passé je ne sais combien de jours dans une armoire en bois. C'est une conversation pour un autre jour, j'ai dit. Maintenant, on va descendre. Tu vas manger quelque chose et je vais m'occuper de toi. D'accord? Elle m'a regardé encore un moment, puis elle a tendu sa petite main, sale, les ongles ayant besoin d'être coupés, et je l'ai prise. Je suis descendu de l'échelle du grenier avec elle dans les bras. Elle était trop légère pour son âge. Je l'ai remarqué immédiatement. Elle était vraiment maigre. Quand nous sommes arrivés à l'étage du dessous, Rose était debout dans le couloir.
Quand elle a vu Claire, elle a porté la main à sa bouche. Nos regards se sont croisés par-dessus la tête de la petite. Elle n'a pas eu besoin de poser de questions. Je n'ai pas eu besoin de confirmer. « Appelle le 17, » j'ai dit à voix basse. « Dis que nous avons trouvé une enfant retenue dans le grenier, » demande la police et la protection de l'enfance. Rose avait déjà le téléphone en main. J'ai emmené Claire à la cuisine. J'ai ouvert le réfrigérateur. Il n'y avait pas grand-chose. Le minimum de gens qui partaient en voyage. J'ai trouvé un yaourt, un jus de fruits en briques, la moitié d'un pain de mie. J'ai tout posé sur la table. Elle a mangé sans s'arrêter pendant 10 minutes, sans parler, sans lever les yeux, comme quelqu'un qui a appris que la nourriture peut disparaître. Je me suis assis à côté d'elle et je suis resté silencieux, la laissant manger. Dehors, j'entendais la voix de Rose au téléphone, basse et ferme, qui donnait l'adresse. Et pendant que Claire buvait son jus avec les 2 mains sur la brique, une question m'est venue que je n'avais pas encore posée. « Claire, ta maman, elle est où ?» La petite s'est arrêtée. Elle a posé la brique de jus sur la table avec précaution. « Maman est partie au ciel. » Elle a dit ça simplement, comme les enfants parlent des choses qu'ils ont déjà traitées du mieux qu'ils ont pu. Ça fait longtemps. Papa a dit qu'elle est tombée très malade. J'ai fermé les yeux. Dehors, la sirène a commencé à retentir au loin, grandissante. Claire m'a regardé avec ses grands yeux. « Ce sont les gentils ?» elle a demandé. « Oui, » j'ai dit, « ils sont venus t'aider. » Elle a baissé la tête, sérieuse, et est retournée à son pain. Le premier à arriver a été un policier, jeune, moins de 30 ans. Cette posture de quelqu'un qui apprend encore à jauger la gravité de chaque appel. Il est entré, il a vu Claire à la table de la cuisine avec le jus à la main, et sa posture a changé. Il n'a pas eu besoin d'explication. 2 minutes plus tard, une voiture de la protection de l'enfance est arrivée. Et là, j'ai vu un visage connu. Lucie Ferreira, la quarantaine, les cheveux courts, ses lunettes à monture épaisse qu'elle portait depuis que je la connaissais. Nous avions travaillé ensemble sur une bonne 12aine de cas, à l'époque où elle était encore au tribunal pour enfants. Elle était passée à la protection de l'enfance environ 3 ans avant ma retraite. Une bonne professionnelle, le genre qui n'oublie jamais un visage. Elle est entrée, a balayé la pièce du regard, a vu Claire, a vu Rose, et puis elle m'a vu. Elle s'est arrêtée. « Monsieur, votre nom, c'est bien. C'est moi, » j'ai dit. « Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est la maison de mon fils. » J'ai vu ses yeux traiter l'information, la surprise, la compréhension, et puis cette neutralité professionnelle qu'on apprend à endosser quand la situation l'exige. Et l'enfant ? C'est ma petite fille. Les mots sonnaient encore étrangement dans ma bouche. Je ne savais pas qu'elle existait jusqu'à il y a 1 heure. Lucie m'a regardé pendant 1 seconde qui a semblé plus longue qu'elle ne l'était. « J'aurais besoin de votre déposition complète, » a-t-elle dit. « Depuis le début. Je sais comment ça marche, vous pouvez y aller. » Pendant qu'elle discutait avec moi et que Rose donnait sa déposition au policier, les ambulanciers sont arrivés. 2 d'entre eux, avec cette légèreté étudiée de gens qui savent que les enfants effrayés ont besoin de calme avant de toute autre chose. Claire m'a regardé quand ils se sont approchés. « Ils vont me faire du mal ?» Elle m'a demandé. « Non, ils vont juste vérifier que tu vas bien, et je viens avec toi. » J'ai regardé l'un des ambulanciers. Il a acquiescé discrètement. « Je te suis, promis. » Elle a étudié mon visage un moment, puis elle a laissé l'ambulancière lui prendre la main. Je l'ai regardée sortir par la porte d'entrée de cette maison. Une petite fille, pieds nus, emmenée par une inconnue. Et j'ai senti quelque chose durcir en moi. Le genre de résolution froide qui précède une décision dont on sait qu'elle va tout changer. J'ai terminé la déposition avec Lucie. J'ai transmis les informations qu'elle m'a demandées sur Julien. J'ai donné son numéro de téléphone, toutes les informations que j'avais. J'ai dit qu'il était aux Maldives, avec sa femme. Lucie a tout noté sans ciller.
Je vais ouvrir la procédure maintenant, a-t-elle dit. Vous pouvez aller à l'hôpital. On se reparle. Hé, Lucie. Elle s'est arrêtée. Je veux demander la garde provisoire. Dès que la procédure est ouverte, je veux être le premier sur la liste. Elle m'a bien regardé. Vous savez que le processus a des étapes? Oui, je sais. Je connais chaque étape par cœur. J'ai aidé à en rédiger certaines. J'ai pris les clés de la voiture, mais merci pour le rappel. L'hôpital universitaire de Lyon était à 20 minutes de là. Je suis arrivé avant que les examens ne soient terminés et je suis resté dans la salle d'attente avec un café de machine que je n'ai pas bu à regarder le linoléum beige du sol. 35 ans de service social m'ont appris à m'asseoir sur ces chaises, à attendre, à ne pas laisser la tête aller dans des endroits qui n'aident pas. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était ma petite fille là-dedans. Une petite fille que je ne savais pas que j'avais. Je réfléchissais. Claire avait 5 ans. Elle aurait 6 ans en août. Ça voulait dire qu'elle était née quand Julien était encore avec Alice, sa première femme, avec qui il était resté environ 7 ans. J'avais aimé Alice. Tout le monde l'aimait. C'était le genre de personne qui rend n'importe quel endroit plus léger, rien qu'en entrant. Alice était morte d'un cancer. Ça, je le savais. Julien m'avait appelé pour me l'annoncer. Sec, rapide, comme si c'était un point de plus sur une liste. J'avais proposé mon soutien. Il avait dit qu'il allait bien. Ce que je ne savais pas, ce qu'il ne m'avait jamais dit et qu'il avait pris soin de cacher, c'est qu'Alice avait laissé une fille, qu'il avait une fille de presque 3 ans quand Alice est décédée, et que pendant les 2 années suivantes, tandis que Béatrice entrait dans sa vie et que leur Instagram grandissait et que les voyages se multipliaient, cette fille avait été quoi? Cachée, ignorée, gardée dans une pièce qui n'apparaissait pas sur les photos. La médecin est sortie presque 3 heures plus tard. La quarantaine, blouse bleue, expression entraînée pour ne pas révéler plus que nécessaire avant le bon moment. Vous êtes un proche de l'enfant? Je suis le grand-père paternel. Elle a consulté le dossier. Claire présente une dénutrition modérée, avec un déficit de poids, pour son âge, une déshydratation que nous sommes en train de corriger par perfusion, des signes évidents de carence prolongée en vitamine D. Elle est restée sans exposition au soleil pendant une période significative. D'un point de vue psychologique, nous allons avoir besoin d'une évaluation plus approfondie, mais on peut déjà observer des signes de stress chronique et un comportement d'hypervigilance. Hypervigilance, la façon technique de dire qu'un enfant a appris à rester constamment en alerte parce que l'environnement n'était pas sûr. Des maltraitances physiques? J'ai demandé. Aucun signe direct. La médecin m'a regardé. Mais la négligence sévère est une forme de maltraitance. Vous le savez. Je sais. Nous allons la garder hospitalisée au moins 48 heures pour observation et renutrition. La protection de l'enfance a déjà été notifiée. Je peux la voir. La chambre était trop grande pour elle. Claire était dans un lit d'hôpital qui semblait avoir été fait pour un adulte, avec cette blouse verte de patient qui ne va jamais bien à aucun enfant. Une perfusion au bras, les yeux fermés, mais ils se sont ouverts quand je me suis assis sur la chaise à côté. Papy. Le mot est sorti naturel, comme s'il avait déjà été utilisé avant, comme si elle l'avait simplement gardé en réserve, attendant que la bonne personne apparaisse. Quelque chose dans la poitrine m'a fait mal d'une façon que je ne sais pas bien décrire. Je suis là. Ils vont me renvoyer là-bas? Non. Plus jamais. Elle m'a regardé un moment. Tu promets? Je promets. Elle a esquissé un petit sourire en coin, puis elle a refermé les yeux. Je suis resté assis à côté d'elle pendant que l'après-midi s'assombrissait dehors par la fenêtre. Je n'ai pas touché à mon téléphone, je n'ai parlé à personne, je suis juste resté là à écouter le bip constant du moniteur, à regarder cet enfant qui était de mon sang et que j'avais laissé exister pendant 5 ans sans le savoir.
Quand elle s'est endormie pour de bon, je suis sorti dans le couloir et j'ai appelé Lucie. « Vous avez ouvert la procédure ?» J'ai demandé. « C'est en cours. Le rapport médical vient d'arriver. Et la pension de la sécurité sociale, elle la recevait ?» Pourquoi vous demandez ça? Parce que j'ai passé 35 ans à voir ce genre de choses. De l'argent qui est pour l'enfant et qui est utilisé pour autre chose. Vérifiez ses relevés bancaires. Je parie que vous allez trouver des dépôts mensuels sur un compte au nom de Claire et des retraits qui n'ont rien à voir avec des dépenses pour un enfant. Je vais faire la demande, a dit Lucie lentement. Et je veux déposer une demande de garde provisoire d'urgence demain, à la première heure. Vous allez avoir besoin d'un avocat. Je vais appeler tout de suite. J'ai raccroché. Je suis resté debout dans le couloir vide de l'hôpital, avec l'odeur d'antiseptique et le bourdonnement des néons. Et j'ai ressorti le téléphone. J'ai appelé maître Caroline Duval. Nous avions travaillé ensemble sur quelques dossiers quand elle était encore au barreau de l'aide juridictionnelle, avant d'ouvrir son propre cabinet. Elle était bonne, pas du genre à faire de beaux discours, mais du genre à lire chaque ligne de chaque document et à trouver le détail qui change le résultat. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Caroline, c'est moi. J'ai besoin de vous demain matin. C'est urgent. » « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai raconté. Elle a écouté sans m'interrompre. Autre signe d'une bonne avocate. Quand j'ai terminé, elle était restée silencieuse 2 secondes. « À quelle heure vous voulez qu'on se voie ? 7 heures du matin à votre cabinet. J'y serai. Commencez à rassembler tout ce que vous avez. Rapport de police, rapport médical, tout document prouvant le lien de parenté. Demain, on dépose le dossier. Merci, Caroline. Ne me remerciez pas encore, mais ce dossier a tout pour aboutir. » Je suis retourné dans la chambre. Claire dormait encore. Je me suis assis de nouveau sur la chaise en plastique dur à côté du lit et je l'ai regardée. Elle avait le nez d'Alice. Impossible de ne pas le voir. Maintenant que je savais. La forme du visage, les longs cils. Alice était là, dans une fille que Julien avait décidé qu'elle était trop gênante pour apparaître sur les photos. Sur l'étagère au-dessus du lit, il y avait une petite brique de jus que l'infirmière avait laissée. À côté, le cahier de coloriage froissé que Claire avait tenu quand nous étions sortis du grenier. Elle avait insisté pour l'emporter. C'était le seul objet personnel qu'elle possédait. J'ai pris le cahier avec précaution, sans l'ouvrir, et je l'ai posé à côté d'elle sur le lit pour quand elle se réveillerait. J'ai quitté l'hôpital, il était presque minuit. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de la Croix-Rousse, en silence, sans radio, sans musique. Je suis monté, j'ai fait un café que je n'ai finalement pas bu, et je suis resté assis à la table de la cuisine, à regarder dans le vide. Sur l'étagère du bureau, au-dessus d'un carton de vieux papier, il y avait mon badge de retraité du service. Il l'avait plastifié et me l'avait offert le dernier jour. Retraité en lettres rouges, barré en diagonale. Je l'ai pris, je l'ai retourné dans mes mains, et pendant 35 ans, j'étais entré dans des centaines de maisons comme celle de Julien. J'avais documenté, signalé, transmis, témoigné. J'avais été le bras du système qui se déplace quand quelqu'un appelle pour signaler. J'avais monté des dossiers contre des pères, contre des mères, contre des grands-pères, contre des oncles. Maintenant, j'étais de l'autre côté, mais je savais encore comment le système fonctionnait. Je savais quels documents pesèrent le plus. Je savais quel rapport d'expertise était déterminant. Je connaissais le nom des juges, le profil des procureurs, les délais qui pouvaient être raccourcis quand il y avait une urgence réelle. Julien avait commis une erreur extrêmement grave. J'ai remis le badge sur l'étagère et j'ai ouvert l'ordinateur. Il y avait du travail à faire. Il était 7 heures du matin quand je suis arrivé au cabinet de maître Caroline. Elle était déjà là. Café en main, 2 écrans allumés, une pile de documents imprimés sur le bureau. C'est le genre de détail qu'on apprend à apprécier chez un avocat. Pas celui qui fait de beaux discours à l'audience, mais celui qui est déjà au travail quand vous arrivez. Je me suis assis.
J'ai posé sur le bureau tout ce que j'avais rassemblé la nuit précédente. Le procès verbal de police, le rapport préliminaire de la protection de l'enfance, le dossier médical que l'infirmière m'avait autorisé à photographier, l'acte de naissance de Claire que Lucie avait retrouvé dans le système et m'avait envoyé par email à 23 heures. Caroline a pris chaque document, lu chaque ligne, fait des annotations en marge avec un stylo rouge. Lien de parenté direct confirmé, a-t-elle dit sans lever les yeux. Vous êtes le grand-père paternel, seule figure familiale disponible, puisque le père fait l'objet d'une enquête. Ça nous donne une base solide pour la garde provisoire d'urgence. Combien de temps pour déposer le dossier? J'ai demandé. Aujourd'hui? Elle a tourné une page. Le rapport médical est solide. Dénutrition. Carence en vitamine D. Signe de stress chronique chez un enfant de 5 ans. N'importe quel juge qui lit ça va vouloir régler ça vite. Et la pension de la sécurité sociale? J'ai demandé. Caroline s'est arrêtée, m'a regardé. Lucie m'a envoyé une mise à jour à 6 heures du matin. Elle a marqué une pause calculée. Dépôt mensuel de 200 € sur un compte au nom de Claire, versé ponctuellement pendant 2 ans, et des retraits sur le même compte chaque mois, pour des montants qui ne correspondent à aucune dépense liée à un enfant. Elle a posé son stylo. Des dépenses dans un restaurant du centre-ville, une boutique de vêtements de luxe, des mensualités de voiture, des billets d'avion. Je suis resté silencieux. Il versait la pension sur le compte de la petite et retirait l'argent pour l'utiliser avec Béatrice. J'ai dit, c'est ce que les relevés montrent. 2 ans. 2 ans de pension qui auraient dû aller aux couches, à la nourriture, aux vêtements, à l'école, détournés pour le style de vie parfait qu'ils affichaient sur Instagram, pendant que Claire restait dans un grenier avec un matelas et 2 assiettes en plastique. C'est un délit, j'ai dit. Abus de confiance sur des fonds destinés à un mineur. Caroline tapait déjà sur son clavier. En droit français, ça relève de l'article 314.1 du Code pénal, combiné avec les dispositions de la protection de l'enfance. Selon la façon dont le procureur veut mener l'affaire, ça peut devenir exploitation financière de mineurs. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Mais d'abord, on assure la garde. Une chose à la fois. Nous avons déposé la demande à 9 heures du matin et à 14 heures. La garde provisoire était accordée. Je suis arrivé à l'hôpital avec des vêtements de rechange que j'avais achetés en chemin. Un legging rose, un t-shirt blanc, des chaussettes avec des motifs de chaton. Je ne connaissais pas la bonne taille. J'ai estimé à l'œil et j'ai croisé les doigts. L'infirmière m'a dit que Claire s'était réveillée tôt, avait pris son petit déjeuner et avait demandé après moi 2 fois. Je suis entré dans la chambre. Elle était assise sur le lit avec le cahier de coloriage ouvert sur les genoux, utilisant un crayon de cire jaune emprunté au service infirmier. Elle a levé les yeux quand elle m'a vu entrer. « Papy. »« Bonjour, ma petite fleur. » Je me suis assis sur la chaise à côté. « Comment tu te sens ?»« Mieux. » Elle a regardé le sac dans ma main et a demandé « C'est quoi ?»« Ce sont des vêtements pour toi, pour quand tu sortiras. » Elle a ouvert le sac lentement, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit. Elle a sorti le t-shirt, l'a examiné, elle a sorti les chaussettes avec les motifs de chaton et elle est restée à les regarder pendant un moment qui m'a brisé le cœur. « Elles sont à moi ? Elles sont à toi pour de bon. » C'est ça. Elle a plié les chaussettes avec un soin de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir des choses à soi et les a posées à côté d'elle sur le lit. Elle laisse retourner à son cahier de coloriage. Je suis resté silencieux un moment, laissant le silence exister. « Claire, la médecin a dit que tu sortiras demain. Tu vas venir habiter chez moi un temps, dans mon appartement, le temps qu'on règle certaines choses. D'accord ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a continué à passer le crayon avec soin à l'intérieur des contours d'un petit oiseau dessiné sur la page. « Votre appartement, il a un grenier ?» a-t-elle demandé sans lever les yeux. « Non. » « Il a une grande armoire. » « Il
y en a une dans la chambre, mais elle reste ouverte et tu n'as pas besoin de rester dedans. » Elle a assimilé ça. Je peux laisser la lumière allumée la nuit. Tu peux la laisser allumer toute la nuit si tu veux. Alors elle m'a regardé, et pour la deuxième fois, j'ai vu un petit sourire, prudent, mais vrai, apparaître sur son visage. « D'accord, » elle a dit, et elle est retournée à son petit oiseau jaune. La sortie est venue l'après-midi du jour suivant. Nous avons quitté l'hôpital, Claire et moi, main dans la main, le sac de vêtements dans mon autre bras, le cahier de coloriage sous le sien. Elle s'est arrêtée à la porte automatique quand le capteur l'a ouverte. Elle a regardé le ciel un moment, ce ciel nuageux typique de Lyon, et elle a respiré profondément. Elle n'a rien dit, elle a juste respiré. Et j'ai compris. Dans la voiture, elle a regardé par la fenêtre pendant tout le trajet. Les rues, les gens, les boutiques, des choses normales d'un après-midi de semaine, dans une ville quelconque. Elle regardait comme quelqu'un qui regarde un film, avec une attention totale, avec cette concentration de quelqu'un qui ne veut rien manquer. Ça a du sens, j'ai pensé. Ça a tout son sens. Quand je me suis garé au parking de l'immeuble, elle a demandé « C'est ici ?»« C'est ici même », j'ai répondu. Nous sommes montés par l'ascenseur. J'ai ouvert la porte de l'appartement. C'était petit, un salon, une chambre, une cuisine, une salle de bain. Des années de meubles restaurés se disputant l'espace avec des piles de livres et un établi de travail appuyé contre la fenêtre. Ce n'était pas l'endroit que j'aurais prévu pour accueillir une enfant de 5 ans. Claire est entrée lentement, regardant tout. La bibliothèque, l'établi avec les outils, le vieux fauteuil que j'avais retapé l'année dernière et qui était devenu trop beau pour être vendu. La fenêtre du salon avec vue sur la cime des arbres de la Croix-Rousse. Elle s'est arrêtée au milieu du salon. « C'est tout petit », elle a dit. « Oui », j'ai répondu, « mais c'est douillet. » Je ne sais pas d'où une enfant de 5 ans sort le mot « douillet », mais elle l'a utilisé. Et j'ai regardé mon appartement à travers ses yeux et j'étais d'accord. « Viens, je te montre où tu vas dormir. » La chambre était la mienne, mais j'avais passé la matinée à la réorganiser. J'avais posé un matelas une place par terre à côté du lit. C'était la seule façon de faire tenir 2 personnes dans l'espace. J'avais mis un drap neuf, un oreiller, un petit ours en peluche que j'avais acheté à la pharmacie du quartier parce que c'était le seul magasin ouvert assez tôt. Claire a vu l'ours. Elle laisse rester à le regarder. « Tu peux le prendre ?» j'ai dit. Elle l'a pris, l'a serré dans ses 2 bras. Elle n'a rien dit, mais elle n'avait pas besoin. Ce soir-là, j'ai commandé une pizza. Elle a choisi celle au chorizo, après avoir examiné le menu avec un sérieux qui m'a fait cacher mon sourire. Nous avons mangé à la table de la cuisine, elle avec l'ours à côté, moi avec le téléphone face retournée, parce que ce moment-là n'était pas un moment pour le téléphone. « Papy ?» elle a dit à un moment, entre 2 parts. « MMH. Tu aimes dessiner ?»« Pas trop. Pourquoi ?»« Moi j'aime bien. » Elle a pris une autre part. Béatrice disait que c'était une perte de temps, mais moi je trouve ça joli. J'ai fait une note mentale. Acheter du matériel de dessin demain. Moi aussi je trouve ça joli, j'ai dit. Elle a considéré ça comme si c'était une information importante. Après la pizza, je lui ai donné le bain, je lui ai séché les cheveux comme j'ai pu, je l'ai peigné doucement, et puis je l'ai mise au lit. Dans le lit, le drap remonté jusqu'au menton et l'ours dans le bras, elle m'a regardé. « Papy, tu laisses la lumière du couloir allumée ?»« Oui. »« Et la porte ouverte ?»« Bien sûr. Et tu seras là quand je me réveillerai. » Je me suis assis au bord du matelas où elle était. Je l'ai regardée. « Je serai là quand tu te réveilleras. Je serai là quand tu t'endormiras. Je serai là le matin, l'après-midi et le soir. Tu ne vas pas me perdre, d'accord ?» Elle a serré l'ours. « D'accord. Ah, ferme les yeux. » Elle a fermé les yeux.
Je suis resté assis là jusqu'à ce que sa respiration devienne plus lente, plus profonde, jusqu'à ce que ses épaules se relâchent et que son visage se détende de cette manière qui n'arrive que quand le corps croit enfin qu'il est en sécurité. Je me suis levé doucement. Je suis sorti de la chambre. J'ai laissé la porte entr'ouverte et la lumière du couloir allumée. Je suis allé au salon. Je me suis assis dans le vieux fauteuil et je suis resté à regarder dans le vide pendant un bon moment. Béatrice lui avait dit qu'exister, c'était tout gâcher. Une enfant de 5 ans, et quelqu'un l'avait regardée et lui avait dit que le problème, c'était qu'elle existe. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré, et puis j'ai ouvert l'ordinateur et je me suis remis à travailler sur le dossier, parce que l'amour prend soin, mais l'amour se bat aussi, et je ne faisais que commencer. Le téléphone a sonné à 7h15 le lendemain matin. J'étais encore dans la cuisine avec le café à la main quand le nom est apparu sur l'écran. C'était Julien. Claire dormait dans la chambre. J'ai décroché avant la 2e sonnerie. Je suis sorti dans le couloir et j'ai fermé la porte de la cuisine derrière moi. « Allô, Julien. Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était différente de tout ce que j'avais entendu avant. Ce n'était pas le ton distant et calculé des derniers appels. C'était autre chose. De la colère contenue, une tension à vif, le genre de fureur de quelqu'un qui a été pris par surprise et qui n'a pas encore bien mesuré l'étendue des dégâts. « Qu'est-ce que tu as fait, papa ?» Je suis resté silencieux une seconde. Je l'ai laissé continuer. La police m'a appelé, la protection de l'enfance m'a appelé, mon avocate m'a appelé, tout le monde m'appelle en même temps ici, aux Maldives, en me disant que tu es entré chez moi, que tu as appelé la police et que tu as pris ma fille. Ma fille, papa, tu n'avais pas ce droit. J'ai respiré profondément par le nez. Bonjour, Julien. Ne me sors pas ça maintenant. Je vais te poser une question, j'ai dit avec la voix la plus calme que j'ai pu. Et je veux que tu réfléchisses avant de répondre. Depuis combien de temps Claire était dans ce grenier ? Silence. Julien. J'ai dit son nom à nouveau. Elle allait bien, papa. Il y avait de la nourriture, de l'eau. Il y avait un matelas sur le sol d'une armoire fermée. J'ai gardé un ton neutre. J'ai appris que la colère criée perd de sa force. La colère calme transperce. Julien, elle a 5 ans et elle était seule dans le noir avec 2 assiettes en plastique et une bouteille d'eau à moitié vide pendant que tu postais des photos sur une plage paradisiaque. Vous ne comprenez pas la situation. Explique-moi alors. Explique-moi comment un père laisse sa fille enfermée dans un grenier et part passer 10 jours de vacances. Est-ce que moi, je t'ai déjà fait ça ? Toi, mon garçon. Les choses sont compliquées, papa. Béatrice et moi, on essayait d'essayer quoi, Julien ? Tu es un irresponsable. Et là, mon calme s'est fissuré un peu. Juste un peu. D'essayer quoi exactement ? Parce que ce que j'ai vu dans ce grenier n'a pas d'explication, pas de justification, pas de version alternative qui tienne la route. Je l'ai entendu respirer de l'autre côté. J'ai entendu Béatrice dire quelque chose en arrière-plan, sa voix aiguë et irritée, mais loin du téléphone. « J'ai des droits en tant que père », a-t-il dit, plus contrôlé maintenant. « Tu ne peux pas simplement prendre ma fille comme ça. Ce n'est pas moi, c'est l'État. J'ai seulement demandé la garde provisoire et le juge l'a accordée hier après-midi. Tout est documenté, tout est légal. Si tu veux contester, il faudra te présenter en personne. Je te suggère de rentrer rapidement, toi et Béatrice. Tu me menaces, papa ? Je t'informe, il y a une différence. Encore du silence. Béatrice en arrière-plan, le ton qui monte, Julien couvrant le micro avec la main, répondant quelque chose que je n'ai pas entendu, et puis il est revenu vers moi. On va rentrer, et quand on sera là, tu vas nous rendre Claire, et on va régler ça en famille, sans juge, sans avocat, sans tout ce cirque. J'ai regardé par la fenêtre du couloir. Dehors, Lyon commençait sa journée. Des bus, des gens allant travailler, le ciel encore grisâtre de 7 heures du matin. Julien, il faut que je te dise quelque chose et il faut que tu écoutes attentivement. Il s'est tu.
J'ai passé 35 ans de l'autre côté de ces situations. Je suis entré dans des centaines de maisons, exactement comme la tienne. J'ai documenté, signalé, transmis. J'ai toujours été le professionnel qui venait de l'extérieur, faisait son travail et repartait. Cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est ma petite fille, et ça veut dire que je ne vais pas m'en aller. Je ne vais pas reculer. Je ne vais accepter ni arrangement, ni discussion en famille, ni quoi que ce soit d'autre que sa sécurité garantie par la loi. « Tu étais censé être mon père », a-t-il dit. La voix avait changé à nouveau. Moins de colère, plus quelque chose que je n'ai pas su nommer sur le moment. Je suis ton père. C'est pour ça que je te dis ça maintenant, avant qu'il ne soit trop tard pour que tu comprennes la profondeur du trou dans lequel tu te trouves. J'ai respiré. Rentre à Lyon, Julien. Engage un bon avocat et prie pour que le juge soit clément, parce que les preuves ne sont pas de ton côté. Ah, et Julien, rien de tout ça ne serait arrivé si tu n'avais pas caché ma petite fille de moi, du monde, et si tu ne l'avais pas enfermée dans un grenier. Réfléchis à ça. J'ai raccroché. Je suis resté debout dans le couloir un moment, le téléphone à la main, le silence de l'appartement autour de moi. De la chambre, j'ai entendu un mouvement, des petits pas. La porte entr'ouverte s'est ouverte un peu plus, et Claire est apparue sur le seuil, les cheveux en désordre, l'ours dans le bras, les yeux encore lourds de sommeil. « Papy, tu parlais à quelqu'un ?»« Oui. »« C'est fini. » Elle a regardé le téléphone dans ma main, puis m'a regardé moi. « C'était papa. » Les petits-enfants perçoivent plus qu'on ne l'imagine. Ils perçoivent toujours. Oui, elle est restée pensive, comme si ça confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Il est en colère à cause de moi. Je me suis accroupi pour être au niveau de ses yeux. C'était un geste que j'avais fait tant de fois dans ma carrière qu'il était devenu un réflexe. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je ne m'accroupissais pas pour l'enfant de quelqu'un d'autre. C'était ma petite fille. Non, jamais à cause de toi. J'ai posé la main sur son épaule. Mon papa est en colère contre moi. Et c'est une affaire entre adultes qui n'a rien à voir avec toi. Tu as compris. Elle a considéré ça avec ce sérieux d'enfant qui pèse les mots avant de les accepter. Oui. Tu as faim, ma petite. Tu veux un petit déjeuner ? J'ai demandé. Il y a du pain, papy ? Oui. Avec du beurre ? Bien sûr, ma petite fille. Elle est allée à la cuisine devant moi, l'ours traînant par terre, et je l'ai suivie en pensant que Julien et Béatrice allaient écourter leurs vacances et revenir avec de la fureur et un avocat, et, probablement, une version de l'histoire qui faisait tout passer pour un malentendu. Mais qu'ils essayent un... J'avais 35 ans de pratique à monter des dossiers qui ne s'effondrent pas. Ils sont revenus 2 jours plus tard. Je l'ai su parce que Maître Caroline m'a appelé en premier. Ils ont atterri ce matin. Leur avocat a déjà contacté le greffe. Ils vont essayer de contester la garde provisoire, en alléguant que vous avez agi sans autorisation et que la situation de Claire a été exagérée par le rapport de la protection de l'enfance. Quelles preuves ont-ils ? J'ai demandé. Pour l'instant, aucune qui tienne, mais ils vont essayer de construire un récit. L'avocat est maître Philippe Lefebvre. Il travaille beaucoup en droit de la famille. Il est bon dans ce qu'il fait. Ne le sous-estimez pas. Je ne sous-estime personne. J'ai regardé par la fenêtre du salon. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Continuez exactement comme vous faites. Routine stable avec Claire. Présentez-vous à tous les rendez-vous avec la protection de l'enfance. N'interférez pas avec les canaux officiels. Laissez le processus faire son travail. Et si Julien ou Béatrice tentent un contact direct avec Claire, documentez tout. Compris. J'ai raccroché et je suis allé à la fenêtre. Quelque part dans la ville, Julien et Béatrice arrivaient de l'aéroport, probablement avec les valises, sentant encore la crème solaire et la rancœur fraîche de gens dont les vacances ont été interrompues.
Bonne chance à eux pour expliquer des restes de nourriture et un matelas dans une armoire de grenier à une juge. Le coup à la porte est venu ce même soir. Fort. Le genre de coup qui n'est pas une visite, c'est une confrontation. Claire était dans le salon avec moi, allongée sur le tapis avec le cahier de dessin que j'avais acheté le matin et une trousse de crayons de couleur neuve. Elle a levé les yeux avec ce vieux réflexe, cette alerte installée dans le corps de quelqu'un qui a appris que le bruit inattendu est rarement une bonne nouvelle. « Reste ici », j'ai dit à voix basse. « Continue de dessiner. » Elle m'a regardé. « C'est papa ?» Je n'ai pas répondu. Je suis allé à la porte, j'ai mis la main sur la poignée. J'ai respiré profondément et j'ai ouvert avec la chaîne. Julien était dans le couloir. Ce n'était pas le fils que je connaissais d'il y a des années. Pas le garçon qui courait jusqu'au portail, ni le jeune homme qui avait pris les clés de la maison avec gratitude. C'était un autre homme, des cernes profondes, la chemise froissée, cette tension de la mâchoire de quelqu'un qui est en colère depuis des jours et qui n'a pas trouvé où décharger. Béatrice était un pas en arrière, le téléphone à la main, en train de filmer. Même là, dans le couloir de mon immeuble, au milieu d'une crise impliquant sa fille, elle filmait. « Je veux voir ma fille », a dit Julien. « Bonsoir, Julien. Ne me sors pas tes bonsoirs, ouvre cette porte. » Non. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, la mâchoire s'est bloquée. « Je suis son père, tu ne peux pas m'empêcher de voir ma fille. » Jusque-là, je lui parlais à travers l'entrebâillement, mais j'ai dû ouvrir la porte pour que la conversation devienne sérieuse. J'ai ouvert la porte et j'ai dit « Si, je peux ». J'ai gardé la voix sur le même ton que d'habitude. La décision judiciaire de garde provisoire inclut une restriction de contact non supervisé jusqu'à l'audience. Si tu veux voir Claire, il te faudra un huissier de justice, un travailleur social présent et une salle désignée par le tribunal. Tu sais comment ça marche. Maintenant, tu es de l'autre côté, mais les règles sont les mêmes. Béatrice continuait de filmer, elle a rapproché le téléphone. « Nous documentons tout », a-t-elle dit. « C'est un enlèvement. C'est une interférence parentale. Notre avocat a déjà été notifié. » Je l'ai regardé droit dans les yeux pendant une longue seconde. « Documentez autant que vous voulez. Moi aussi, j'ai de la documentation. J'ai le rapport médical de Claire, le rapport de la protection de l'enfance, les photographies du grenier et bientôt j'aurai les relevés bancaires, montrant où est passée sa pension ces 2 dernières années. La BMW dans votre garage, elle a coûté combien? 200 et 80. 200 et 90. Le téléphone de Béatrice s'est abaissé. Julien est devenu blanc. « Partez d'ici avant que j'appelle la sécurité de l'immeuble », j'ai dit. « Vous n'avez rien à faire ici ce soir. L'audience aura lieu. Parlez à votre avocat. »« C'est pas fini », a dit Julien. « Non, ça ne fait que commencer. » J'ai regardé mon fils, l'homme qui avait été le garçon à la fenêtre, attendant que ma voiture tourne au coin de la rue. « Bonne nuit, Julien. » J'ai fermé la porte. Je suis resté debout de l'autre côté un moment, écoutant ses pas s'éloigner dans le couloir. Puis j'ai entendu une petite voix derrière moi. « Papy ». Je me suis retourné. Claire était debout à l'entrée du salon, le crayon de couleur encore à la main, le cahier de dessin serré contre la poitrine. « C'était papa ?»« Oui. »« Il est parti ?» ?»« Oui. » Elle a regardé la porte une seconde, puis elle m'a regardé. « Je peux te montrer ce que j'ai dessiné ?» Quelque chose dans la poitrine s'est desserré. « Oui, » j'ai dit, « montre-moi tout. » Le tribunal de Lyon se trouve au centre de la ville. J'étais entré dans ce bâtiment plus de fois que je ne peux les compter, toujours comme témoin, comme travailleur social, comme le professionnel qui venait présenter son rapport et qui retournait ensuite au travail. Je connaissais l'odeur de l'endroit. Papier, vieux café, cet air légèrement froid d'une climatisation ancienne qui ne règle jamais bien. Je connaissais le bruit des couloirs, le rythme des audiences, la façon dont les avocats marchent quand ils sont confiants
et la façon dont ils marchent quand ils sont inquiets. Cette fois, j'étais le requérant. Un rôle différent. Caroline m'a retrouvé dans le hall à 13h45, en tailleur gris, mallette noire, cette démarche de quelqu'un qui sait déjà ce qui va se passer et qui attend simplement que la procédure le confirme. « Comment allez-vous » a-t-elle demandé. « Je suis prêt. » Julien et son avocat sont déjà au 3e étage. Elle a ajusté ses lunettes. Maître Lefebvre va essayer de construire le récit du malentendu familial. Que le grenier était temporaire, qu'il y avait l'intention de rénover, que vous avez agi de façon précipitée et exagéré la situation en alertant la protection de l'enfance. Laissez-le construire. Quand il aura fini, je démolis tout. Nous sommes montés par l'ascenseur en silence. Dans le couloir du 3e étage, je les ai vus, Julien, en costume. Je ne me souvenais pas d'avoir vu mon fils en costume avant, à un mariage, à une remise de diplôme, peut-être. Il avait l'air mal à l'aise dedans, comme si le vêtement n'était pas vraiment le sien, mais celui d'une version qu'il essayait d'incarner. Béatrice à côté, robe sombre, cheveux attachés, pas une once de son exhibitionnisme habituel. Quelqu'un les avait briefés sur la façon de se comporter dans un tribunal. Leur avocat, Maître Lefebvre, était plus âgé que ce à quoi je m'attendais. Cheveux blancs, posture droite, le genre de professionnel qui a accumulé des décennies à apprendre comment faire paraître n'importe quoi raisonnable devant un juge. Julien m'a vu. Nos regards se sont croisés une seconde. C'est lui qui a détourné les yeux en premier. La juge était Madame le juge Martine Durand, la cinquantaine, cheveux courts, grisonnants, lunettes à monture fine. Je la connaissais de réputation. Elle avait la réputation de ne pas tolérer les tergiversations et de lire chaque rapport avec une attention chirurgicale avant toute audience. C'était exactement le type de juge que je voulais dans cette salle. Elle est entrée, s'est assise, a ouvert le dossier et a commencé à lire sans parler à personne pendant une minute entière. Cette minute de silence disait tout. Elle avait déjà lu les documents avant. Elle relisait, elle confirmait. Quand elle a levé les yeux, elle s'est adressée directement à Maître Lefebvre. « Maître, vous pouvez présenter la défense. » Lefebvre s'est levé avec le calme de quelqu'un qui a fait ça 1000 fois. « Madame le juge, ce que nous avons ici est une situation familiale mal interprétée qui a été escaladée de manière disproportionnée par un membre de la famille. » Il m'a regardé brièvement. Qui, bien qu'animé de bonnes intentions, a agi avec un excès de zèle et a actionné les mécanismes de l'État avant de chercher un dialogue direct avec les parents de l'enfant. Il a marqué une pause calculée. Mes clients étaient en déplacement professionnel. Pas en vacances, un déplacement professionnel, quand ils ont été surpris par la nouvelle. L'enfant était supervisé à distance, avec une alimentation garantie et un contact téléphonique quotidien. L'espace dans le grenier était effectivement temporaire, une solution de court terme, pendant que sa chambre était en travaux à l'étage du dessous. Les photographies présentées par la protection de l'enfance montrent un espace sorti de son contexte, sans prendre en compte que les travaux étaient en cours. Il a fermé son dossier. Les clients sont des parents dévoués, des citoyens actifs, sans aucun antécédent d'aucune nature. Ce qui est en jeu ici n'est pas le bien-être de l'enfant, qui n'a jamais été réellement en danger, mais bien une ingérence indue d'un grand-père qui, avec tout le respect que je lui dois, n'avait pas de relation proche avec la famille et a pris une décision unilatérale aux conséquences graves pour toutes les personnes impliquées. Il s'est assis. La salle est restée silencieuse un moment. Puis Caroline s'est levée. Elle n'avait pas la tranquillité de mise en scène de Lefebvre. C'était un autre type de présence, plus directe, plus objective, comme un bistouri plutôt qu'un discours. Madame le juge, je serai brève car les faits parlent d'eux-mêmes. Elle a ouvert sa mallette et posé le premier document sur le bureau du tribunal. Rapport médical du centre hospitalier universitaire de Lyon.
signé par le docteur Hélène Roche, pédiatre avec 15 ans d'expérience en médecine infantile. L'enfant Claire a été admise avec une dénutrition modérée, un déficit de poids significatif pour son âge, une déshydratation, une carence sévère en vitamine D cohérente avec une absence prolongée d'exposition au soleil et des signes cliniques de stress chronique. Caroline a levé les yeux. Ce n'est pas le profil d'un enfant qui recevait une alimentation garantie et un contact téléphonique quotidien. Deuxième document. Témoignage recueilli par la protection de l'enfance auprès de 3 voisins du bien immobilier situé dans la rue où la famille résidait. Les 3 affirment de manière indépendante et concordante n'avoir jamais vu d'enfant dans cette maison. Pas une seule fois, à aucun moment ces 8 derniers mois. Aucun jouet dans le jardin, aucun trajet vers l'école, aucune fenêtre ouverte avec du bruit d'enfant, rien. Si des travaux étaient en cours dans sa chambre, les voisins auraient certainement un souvenir de l'enfant se déplaçant dans le reste de la maison pendant cette période. Il n'y en a aucun. Troisième document. Celui-là, elle l'a posé avec plus de soin. Relevé bancaire du compte enregistré au nom de Claire, couvrant les 24 derniers mois. Dépôt mensuel de 200 € effectué par la Sécurité sociale au titre de pension spéciale suite au décès de la mère. Elle a tourné le document pour que la juge puisse voir. Et voici les retraits correspondants. Mensualité de financement d'un véhicule de luxe, restaurant, billets d'avion, achat dans des boutiques d'articles de luxe. En 24 mois, environ 400 € destinés légalement à l'entretien de cet enfant ont été détournés vers les dépenses personnelles des prévenus. Maître Lefebvre feuilletait ses papiers à une vitesse qui n'était plus celle d'un avocat confiant. C'était celle d'un avocat cherchant une issue. Julien regardait la table. Béatrice avait les mains entrelacées sur ses genoux, si serrées que ses phalanges étaient blanches. « Pour finir, » a dit Caroline, et sa voix est devenue un peu plus lente, plus lourde. Voici la photographie de l'espace où Claire a été trouvée. Elle a posé sur le bureau du tribunal un tirage couleur, format A4. Le matelas fin, les assiettes en plastique avec des résidus de nourriture desséchés, la bouteille d'eau à moitié vide, l'armoire en bois sombre avec la porte entr'ouverte. La juge a regardé la photo pendant un long moment. Personne dans la salle n'a fait de bruit. « Madame le juge, » a dit Caroline, « ce n'est pas une chambre en travaux, c'est un espace de confinement. Et l'enfant qui a été trouvé ici a 5 ans, c'est la fille des prévenus, et ils étaient en voyage. » Elle s'est assise. Madame le juge Martine Durand est restée en silence pendant presque 1 minute entière. Je l'ai observée. Je l'ai vue regarder la photo encore une fois, l'a vue consulter le rapport médical, tourner une page, en tourner une autre. J'ai vu son expression, qui était déjà sérieuse depuis le début, devenir plus dure encore, puis elle a regardé Julien. « Monsieur, souhaitez-vous vous exprimer ?» Julien a regardé maître Lefebvre. Lefebvre a fait un geste discret. « Attention. Julien a commencé, s'est arrêté, a recommencé. La situation était compliquée. Après le décès de la mère de Claire, j'étais submergé, le travail, les comptes, toute la vie à réorganiser. Béatrice est entrée dans ma vie et nous avons essayé de nous structurer, mais Claire, il a dégluti. Ce n'était pas prévu. Nous avions besoin de temps pour nous organiser. 8 mois, a dit la juge, posément, directement. Les voisins affirment qu'en 8 mois, ils n'ont jamais vu cet enfant. Vous me dites que vous aviez besoin de 8 mois pour vous organiser ? Julien n'a pas répondu. Et les presque 50 € de pension alimentaire, la juge a regardé les relevés. Ça faisait partie du processus d'organisation aussi. Béatrice a bougé sur sa chaise. Lefebvre lui a touché discrètement le bras. Ne dites rien. La juge a noté quelque chose sur son bloc, puis s'est tournée vers moi. Monsieur, vous êtes le grand-père paternel de l'enfant et vous avez demandé la garde provisoire qui a été accordée.
Souhaitez-vous vous exprimer? Je me suis levé. Juste une chose, Madame le juge. J'ai passé 35 ans à entrer dans des maisons comme celle-ci, à documenter des situations comme celle-ci, à monter des dossiers comme celui-ci. J'ai toujours cru que je faisais une différence, que le système fonctionnait quand les bonnes personnes posaient les bonnes questions. Là, j'ai pensé à Claire, qui était à l'appartement avec une voisine à qui j'avais demandé de rester avec elle, qui était probablement en train de dessiner avec ses nouveaux crayons de couleur, sans savoir que son destin se décidait ici. Cet enfant a perdu sa mère. Elle n'était coupable de rien. Ce qu'elle méritait, c'était un père qui reste à ses côtés. Ce qu'elle a eu, c'est un grenier. Je me suis rassis. Je demande que Madame le juge considère cela dans sa décision. La juge m'a regardé un moment, puis elle est retournée à son bloc et a continué d'écrire. La décision a pris 40 minutes. Quand Madame le juge Durand est revenue dans la salle, le silence était différent, plus lourd, plus définitif, comme le silence avant quelque chose qui ne revient pas en arrière. Elle s'est assise, a ouvert le document. Après analyse des preuves présentées, des rapports d'expertise et des témoignages recueillis, ce tribunal estime qu'il y a des éléments suffisants pour les déterminations suivantes. Elle a ajusté ses lunettes. Premièrement, la garde provisoire de la mineure Claire est maintenue auprès du grand-père paternel jusqu'à la conclusion de l'enquête pénale et de l'évaluation psychologique ordonnée par ce tribunal. Deuxièmement, tout contact entre les prévenus et la mineure est interdit, supervisé ou non, jusqu'à nouvel ordre. Troisièmement, ce tribunal transmet le dossier au parquet pour analyse d'éventuelles poursuites pénales, pour abandon et négligence infantile, conformément aux articles du Code pénal applicable et aux dispositions correspondantes de la loi sur la protection de l'enfance, ainsi que pour abus de confiance sur les sommes destinées à la mineure. Elle a posé le document. Audience de jugement fixée dans 60 jours. Le marteau est tombé. L'audience était close. Dans le couloir, Julien m'a rattrapé. Caroline était à mes côtés, mais il l'a ignorée. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Papa ». La voix était différente maintenant. Ce n'était plus de la colère, c'était autre chose, plus petit, plus désespéré. « Tu n'as pas besoin de faire ça, on peut régler ça en famille. Claire peut revenir, on fera les choses autrement. Je te le jure que... » Julien, j'ai parlé bas pour ne pas faire de scène dans le couloir. Tu as eu 5 ans pour faire autrement. Tu as choisi de ne pas le faire. Tu étais censé être mon père. Je suis ton père. C'est pour ça que je ne vais pas te laisser croire que ça a un arrangement facile. Coopère avec le parquet et prie pour que la juge prenne ta coopération en compte dans la sentence. Il est resté à me regarder. Béatrice était plus en arrière, dos tourné vers nous. Le téléphone enfin rangé, les épaules voûtées d'une façon que je n'avais jamais vue chez elle. « Elle n'a jamais eu de mère », a dit Julien soudainement, tout bas, presque pour lui-même. « Depuis ces 3 ans, je n'ai pas su gérer ça. »« Je sais », j'ai dit. « Mais elle n'a jamais eu de père non plus, et ça, tu aurais pu choisir de faire autrement. » Je me suis retourné et je suis parti par le couloir. Caroline a marché à côté de moi, en silence, jusqu'à l'ascenseur. Quand les portes se sont refermées, elle a dit « Ça s'est bien passé, ce n'est pas encore fini. » Non ? Mais le plus dur est passé. J'ai regardé le bouton du rez-de-chaussée clignoter. « Le plus dur, j'ai dit, ça a été d'ouvrir cette armoire. » Caroline n'a pas répondu. Elle n'avait pas besoin. Les 60 jours sont passés d'une façon étrange, lent par moments, rapide à d'autres. Comme le temps passe quand on vit 2 vies en même temps. Celle à l'intérieur de la maison, qui est claire, la routine, le dessin et les devoirs. Et celle à l'extérieur, qui est dans les documents, dans les appels avec Caroline et dans les rapports de la protection de l'enfance qui arrivaient par email chaque semaine. La psychologue nommée par le tribunal était le docteur Hélène Lambert, la quarantaine, la voix calme. Le genre de professionnel qui arrive à faire parler un enfant de 5 ans de choses difficiles sans que l'enfant se rende compte qu'il parle de choses difficiles.
Elle est venue à l'appartement 5 fois au cours de cette période. Elle s'asseyait sur le tapis du salon avec Claire, la laissait dessiner pendant qu'elle parlait, me prenait des notes que je n'ai jamais lues, mais que je savais importantes. Lors d'une des séances, je suis resté dans la cuisine à faire semblant de lire le journal et j'ai entendu sans le vouloir un bout de la conversation. « Tu aimes habiter ici ?» a demandé le docteur Lambert. « Oui », a dit Claire. « Pourquoi ?» Une courte pause, le bruit du crayon sur la feuille, parce que quand je me réveille, il est là. J'ai replié le journal, j'ai regardé le plafond une seconde, puis j'ai recommencé à faire semblant de lire. La routine s'est construite toute seule, comme le font les bonnes routines, sans planification excessive, juste par le poids des jours qui se répètent. Le matin, je faisais le café pendant qu'elle rangeait sa trousse de crayons de couleur qui restait sur la petite table à côté du lit. Elle avait son propre système pour organiser les couleurs, pas par famille de couleurs, pas dans l'ordre de l'arc-en-ciel, mais selon une logique interne qu'elle seule comprenait, et que je n'ai jamais remise en question parce que ça marchait pour elle et ça suffisait. Nous prenions le petit déjeuner ensemble. Elle mangeait lentement, sans l'urgence désespérée des premiers jours. Cette faim installée de quelqu'un qui ne sait pas quand viendra le prochain repas. C'était passé. Maintenant, elle laissait parfois la moitié de son pain dans l'assiette parce qu'elle était rassasiée. Et chaque fois que ça arrivait, je sentais quelque chose se mettre en place dans la poitrine. Un enfant qui laisse de la nourriture dans son assiette est un enfant qui croit qu'il y en aura encore après. Après le petit déjeuner, l'école. Je l'accompagnais à pied jusqu'à l'arrêt de bus, le cartable sur son dos, ma main dans la sienne, et nous attendions ensemble sans nous presser. Elle s'était fait 3 amis dans sa classe. Un garçon appelé Théo, qui avait une collection d'autocollants de dinosaures, une fille appelée Laura, qui aimait les arts autant qu'elle, et une autre fille appelée Zoé, qui essayait d'apprendre à Claire à sauter à la corde les 2 pieds joints. Des choses normales, la vie qu'elle aurait dû avoir depuis le début. L'après-midi, je venais la chercher à l'arrêt, et sur le chemin du retour, elle me racontait tout, avec des détails, avec le sens du drame d'un enfant, avec cette énergie de quelqu'un qui a enfin quelqu'un disposé à écouter. J'écoutais tout, chaque détail sur Théo et les autocollants, chaque discussion sur quelle couleur de peinture utiliser pour le dessin collectif. Chaque injustice de la récréation qui avait besoin d'être consignée et reconnue. C'était ma partie préférée de la journée. Certaines nuits, elle se réveillait encore au milieu de la nuit, s'asseyait dans le lit, désorientée et le souffle court. Je l'entendais par le babyphone que j'avais acheté et j'allais dans la chambre. J'allumais la lampe de chevet. Je restais à côté jusqu'à ce qu'elle comprenne où elle était. C'est l'appartement de papy. Je disais toujours avec la même voix, toujours avec le même ton. C'est l'appartement de papy. Elle répétait comme si elle avait besoin de l'entendre à voix haute pour confirmer. « Tu es en sécurité ?»« Je suis en sécurité. » Et alors elle se recouchait et je restais là jusqu'à ce que sa respiration se normalise et ce n'est qu'après que je retournais à mon matelas dans le salon. La psychologue Hélène a dit que les cauchemars diminueraient avec le temps, que le corps d'un enfant apprend à faire confiance à un environnement sûr, mais que ça prend du temps, qu'il n'y a pas de raccourci, que la constance est le remède. Et de la constance, j'en avais à revendre. Le jugement est tombé un mardi d'octobre. L'automne à Lyon a une odeur spécifique, feuilles mortes sur l'asphalte mouillé. Ce froid qui n'est pas encore le vrai froid, mais qui prévient déjà qu'il arrive. Le matin, Claire et moi étions allés au parc près de l'immeuble et elle avait rempli les poches de son manteau de feuilles colorées qu'elle voulait emmener à l'école pour faire un travail que la maîtresse avait suggéré. Je l'ai déposé à l'école avec les poches pleines de feuilles et je suis allé directement au tribunal. Caroline était déjà là. Elle m'a regardé quand je suis arrivé et a fait un signe de tête qui voulait dire « Ça va, vous pouvez respirer ». La salle était plus remplie que lors de la première audience. Il y avait un journaliste au fond. L'affaire avait fait discrètement son apparition dans les informations locales.
sans le nom de Claire, comme la loi l'exige quand un mineur est impliqué. Julien et Béatrice étaient de leur côté avec maître Lefebvre, mais quelque chose avait changé en eux. La posture. Ce n'étaient plus les personnes qui étaient arrivées à la première audience en essayant de construire un récit. C'étaient des personnes qui avaient passé 60 jours à savoir ce qui allait arriver. Madame le juge Durand est entrée, s'est assise, a ouvert le dossier, n'a pas perdu de temps et a commencé à parler directement. Ce tribunal a analysé les rapports d'expertise, l'évaluation psychologique de la mineure, les relevés financiers, les témoignages et les rapports de la protection de l'enfance. Elle a levé brièvement les yeux, puis est retournée aux documents. Les preuves sont cohérentes, convergentes et sans équivoque. Il n'y a pas de place pour une interprétation alternative des faits. Maître Lefebvre était immobile. « Monsieur Julien, levez-vous. » Julien s'est levé, les mains le long du corps, le menton légèrement baissé. Ce tribunal reconnaît que la perte de la mère de Claire a été une circonstance difficile et que le deuil peut compromettre la capacité parentale. Cette reconnaissance, cependant, n'atténue pas la responsabilité de ce qui a été fait. Vous n'avez pas commis une erreur. Vous avez pris une série de décisions conscientes au cours de plusieurs mois qui ont abouti au confinement, à la négligence et à l'exploitation financière d'un enfant vulnérable sous votre garde. Julien a ouvert la bouche, l'a refermée. Pour le délit d'abandon et de négligence infantile, conformément aux articles applicables du Code pénal et de la loi sur la protection de l'enfance, je vous condamne à 12 mois de réclusion en régime semi-ouvert. La juge a tourné une page. Pour le délit d'abus de confiance sur les sommes destinées à la mineure, 4.800 € sur 24 mois, je vous condamne à 18 mois de réclusion en régime fermé, à purger consécutivement à la première peine. Peine totale, 30 mois. Julien a fermé les yeux. En outre, je prononce la déchéance de l'autorité parentale de monsieur sur la mineure Claire, avec effet immédiat. Tout contact direct ou indirect avec l'enfant est interdit, sous peine d'emprisonnement immédiat. Ordonnance de restriction d'approche de quinhentomètre. Le marteau est tombé une fois. Madame Béatrice, levez-vous. Béatrice s'est levée. Le visage était sec, sans larmes, sans expression. Cette immobilité de quelqu'un qui a tout épuisé. Pour le délit d'abandon et de négligence infantile, 12 mois de réclusion. Pour complicité d'abus de confiance, 12 mois consécutifs. Peine totale, 24 mois. La juge l'a regardé une seconde. Vous êtes également interdite de tout travail ou activité impliquant un contact avec des mineurs pour une période de 5 ans après l'exécution de la peine. Béatrice n'a pas réagi. Les deux prévenus devront restituer intégralement les 4.800 € sur le compte de la mineure, majorés des intérêts légaux, ainsi que le paiement des frais de procédure d'un montant de 3,0 € au requérant. Le non-respect entraînera une saisie des biens. Le marteau est tombé pour la dernière fois. Garde, veuillez escorter les prévenus. Julien m'a vu quand les gardes se sont approchés. Il a fait un pas dans ma direction. Les gardes se sont arrêtés, attentifs, et il m'a regardé avec un visage que je ne saurais pas bien décrire. C'était trop de choses en même temps. De la colère qui avait déjà perdu sa force, de la honte qui était enfin arrivée, et quelque chose de plus profond, de plus ancien, que j'ai reconnu parce que j'ai déjà vu ce regard chez des fils au cours de décennies de travail. Le regard de quelqu'un qui a enfin compris l'ampleur de ce qu'il a fait et qui ne sait pas quoi en faire. « Tu étais mon père », a-t-il dit. Bas, presque juste pour lui-même. « Je suis ton père », j'ai répondu. « J'ai été ton père quand je t'ai élevé. J'ai été ton père quand je t'ai donné la maison. J'ai été ton père quand j'ai décroché le téléphone après des mois de silence et que j'ai réglé ton problème sans me plaindre. Et je suis ton père, maintenant, en étant honnête avec toi pour la dernière fois. Ce que tu as fait à Claire est irréparable.
Mais ce que tu fais après ta sortie, après que le temps est passé, ça c'est encore entre tes mains. » Il est resté à me regarder. Il n'a rien dit. Les gardes l'ont emmené par la porte latérale et il a disparu. Béatrice était déjà sortie sans regarder en arrière. La salle s'est vidée. Le journaliste est sorti vite, déjà en train de taper sur son téléphone. Maître Lefebvre a fermé sa mallette sans se presser, a salué Caroline d'un signe professionnel et est parti. Nous sommes restés seuls, Caroline et moi, dans la salle vide. « C'est fini », a-t-elle dit. « La partie judiciaire est finie. » Elle m'a regardé. « Comment allez-vous » J'ai réfléchi à la question pour de vrai, de la façon dont elle le méritait. « Je vais bien », j'ai dit. « Je suis fatigué et je vais bien. » Cet après-midi-là, j'ai été chercher Claire à l'école. Elle est sortie par la porte en tenant un travail d'art avec les deux mains, une grande feuille avec les feuilles d'automne collées, peintes par-dessus à l'aquarelle, son nom écrit en grosses lettres dans le coin. Théo est sorti à côté d'elle. Il a montré le sien. Les deux ont comparé avec le sérieux de critique d'art. Elle m'a vu et est venue en courant. « Papy, regarde ce que j'ai fait !» J'ai pris le travail. Je l'ai examiné avec l'attention qu'il méritait. « C'est magnifique, ma chérie. » La maîtresse a dit que le mien était le plus coloré de la classe. Elle a pris ma main et s'est mise à marcher. « Je peux le mettre sur le frigo. »« Tu peux le mettre où tu veux. » Nous avons marché jusqu'à l'appartement dans la douceur du froid de la fin d'après-midi à Lyon, elle parlant sans s'arrêter de Théo, Laura, Zoé et du goûter d'aujourd'hui, qui était à la noix de coco. Et elle n'aimait pas trop la noix de coco, mais elle avait mangé quand même parce qu'elle avait faim. Et j'écoutais tout, chaque détail, sans me presser. Ce soir-là, après le dîner, j'ai mis le travail d'art sur le frigo avec un aimant. Claire est restée à le regarder un moment. « C'est bien là ?» j'ai demandé. « C'est parfait, papy », elle a dit. « Tout le monde le verra en ouvrant le frigo. » « Exactement. » Elle a souri. Ce sourire qui avait commencé prudent, là-bas à l'hôpital, et qui avait grandi jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à devenir le sourire entier et sans défense d'un enfant qui se sent en sécurité. Je lui ai donné le bain, raconté une histoire, éteint la lumière de la chambre, mais laissé celle du couloir allumée et la porte entr'ouverte. « Papy. » Elle a appelé alors que j'étais déjà en train de sortir. « MMH. Tu seras là demain ?»« Je serai là demain. Et après-demain. Pour toujours. » Je suis retourné au bord du lit. Je me suis assis. J'ai pris sa petite main. « Pour toujours. » j'ai dit. Elle a fermé les yeux, et cette fois ça n'a pas pris longtemps pour que sa respiration s'enfonce dans le rythme lent et profond du sommeil de quelqu'un qui est en sécurité. Plus tard, je me suis assis dans le vieux fauteuil du salon avec l'appartement silencieux autour de moi. Sur le frigo, le travail de feuilles d'automne de Claire. Sur l'étagère, le badge de retraité avec retraité en lettres rouges en diagonale. J'ai pris le téléphone. J'ai vu que Caroline m'avait envoyé un message confirmant que la restitution des sommes serait versée directement dans le fonds que j'avais créé pour l'avenir de Claire. L'école, l'université, ce qu'elle voudrait, de l'argent qui était le sien depuis le début, et qui maintenant allait enfin être vraiment le sien. Et sur ce compte, la sécurité sociale allait également effectuer le changement et commencer à verser la pension spéciale. La maison que j'avais donnée à Julien, qui n'avait jamais cessé d'être à mon nom sur le papier, était en vente. La totalité irait dans le même fonds, protégée juridiquement, blindée, intouchable par quiconque autre que Claire elle-même, quand le moment serait venu. Julien avait détourné l'argent de sa fille pour financer une vie qui n'était pas réelle. Moi, je mettais tout ce que je pouvais dans l'avenir d'une vie qu'il était. On fait des choix. Et les choix nous font. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre. Dehors, Lyon brillait dans le froid de la nuit. Les lumières des immeubles, les voitures en bas, le mouvement tranquille d'une ville qui ne connaît pas les histoires, qui se passe derrière les fenêtres éclairées.
Quelque part dans cette ville, Julien commençait à comprendre le poids de ce qu'il avait fait. Et ici, dans cet appartement petit et douillet, qui était devenu un foyer sans que je l'aie planifié, une petite fille de 5 ans dormait avec la porte entr'ouverte et la lumière du couloir allumée, et un ours en peluche dans le bras. Elle était en sécurité. J'ai passé 35 ans à me battre pour des enfants que je ne connaissais pas. Et la plus importante a été celle dont je ne savais pas qu'elle existait. Avant de terminer, j'ai besoin de vous parler. Vous qui avez écouté cette histoire jusqu'à la fin. Je ne sais pas ce qui vous a amené ici. Si c'était la curiosité, si c'était la nostalgie, si c'était cette part de vous qui connaît aussi le poids d'une famille qui déçoit. Mais vous êtes resté, et ça veut dire quelque chose. J'ai appris une chose dans toute cette histoire, et ce n'était pas sur le système judiciaire, ni sur le droit de la famille, ni sur comment monter un dossier. J'ai appris que la famille qu'on crée par choix pèse plus lourd que la famille qu'on reçoit par le sang. Que l'amour sans présence n'est pas de l'amour, c'est une intention. Et l'intention ne réchauffe personne dans le noir. Claire n'avait pas besoin d'un grand-père parfait. Elle avait besoin d'un grand-père qui se montre, et je me suis montré. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, s'il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin que vous vous montriez, que ce soit un enfant, un père, un ami, n'attendez pas le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Mon ami, c'était une nouvelle histoire de la chaîne La Voix du Temps. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti. Quelle partie de cette histoire est restée avec vous? Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, un père, un grand-père, quelqu'un qui est loin de ceux dont il devrait être proche, envoyez cette histoire à cette personne. Parfois, on a besoin d'entendre de l'extérieur ce que le cœur sait déjà à l'intérieur. Merci de m'avoir écouté. J'aimerais vous rappeler que sur cette chaîne, il y a plein d'autres histoires publiées. Allez jeter un coup d'œil. On se retrouve à la prochaine histoire.